la dernière partie de la matinée qui va être consacrée à un témoignage et pas n'importe quel témoignage. On est vraiment très heureux, très reconnaissant à Jean Hertz d'être venu pour témoigner de son histoire, l'histoire de sa famille avec Jacques Ellul. Jean Hertz et son épouse sont venus spécialement de Nancy, sont venus en voiture pour nous rencontrer. Je précise aussi que l'ouvrage que Jean Hertz a rédigé au sujet des justes qui ont sauvé sa famille est en vente. Il a apporté quelques exemplaires qui peuvent être achetés tout à l'heure. Voilà, Jean Hertz, grand merci à vous. Vous allez nous parler donc de Jacques Ellul, ce juste qui a sauvé votre famille. Vous allez parler un certain temps, le temps que vous voulez, et ensuite nous aurons un échange avec vous. Justement, je voulais vous poser une question préalable. J'ai préparé un petit texte que je peux lire ici, ça prend un quart d'heure, mais il n'y a pas grand-chose dedans, il n'est pas très intéressant. Bien, je lis le chapitre du livre que j'ai écrit sur les justes qui ont sauvé ma famille, mais là ça me prend une demi-heure. Alors vous voulez un quart d'heure ou une demi-heure? Le plus intéressant. Demi-heure. Alors, si la foule plébiscite une demi-heure, je vais vous faire souffrir une demi-heure. Non, on prend le temps dont on a besoin et on aura ensuite le temps d'échanger avec vous, comme on veut aussi, le temps que l'on veut. Voilà, alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ces justes ont sauvé ma famille » et il y a évidemment un chapitre consacré à extrait des témoignages à Yad Vashem pour l'inscription comme juste parmi les nations de Jacques, César, Émile Ellul, professeur d'université, né à Bordeaux le 6 janvier 1912 et décédé à Pessac, Gironde, le 19 mai 1994. Nous nous étions rendus, ma femme et moi, à Pessac, quelques mois avant que Jacques ne s'éteigne, et il avait rangé sa maison, il n'y avait plus un stylo, il n'y avait plus un papier, il n'y avait plus rien. Il n'avait plus qu'une idée, c'était de rejoindre Rivette. C'était son idée. Et il nous a dit, je n'écrirai plus de lignes. Voilà, je me souviens de cette phrase où il nous a dit, je n'écrirai plus une ligne. À leur librairie, mes parents avaient fait la connaissance de deux intellectuels appartenant à l'Église réformée protestante. Le professeur Jacques Ellul, docteur en droit romain, chargé de cours à la faculté de droit de Strasbourg depuis 1938. Alors cette librairie était 6-18 rue de la Mésange à Strasbourg. Et si vous allez devant le 18 rue de la Mésange, vous verrez qu'il y a un petit écusson au-dessus de l'entrée du magasin. Et sur ce petit écusson est gravé Maëseleux, une petite mésange. Donc ça doit toujours exister. Et le magasin transfixiait le bâtiment, c'est-à-dire qu'on ressortait par l'arrière, il y avait une deuxième entrée qui était place des étudiants. Donc, à leur librairie, mes parents avaient fait la connaissance d'une part du professeur Jacques Ellul, docteur en droit romain, chargé de cours à la faculté de droit de Strasbourg depuis 1938, et de M. Pierre Fouchier, qui était pasteur proposant de la paroisse réformée Saint-Paul de Strasbourg depuis 1937. D'ailleurs, sa fille aînée, qui s'appelle maintenant Annie Badel, et qui est restée mon amie jusqu'à aujourd'hui, est née à Strasbourg. Les deux hommes se connaissaient bien depuis longtemps, car ils étaient l'un et l'autre de Bordeaux, avaient appartenu au même mouvement de jeunesse protestant, les éclaireurs unionistes,
participé aux rencontres de la Fédération des étudiants protestants de Strasbourg. Mon grand-père, juif très pratiquant, avait compris dès 1933 la dangerosité d'Hitler et du nazisme pour la communauté juive et ne doutait pas de l'imminence d'une guerre contre l'Allemagne. Pour protéger sa famille, il avait acquis en 1937 une vaste propriété, le Haut-Barry, dans le Bordelais, à Coirac, près de Sauveterre de Guyenne. Il pensait que les troupes allemandes seraient arrêtées avant d'atteindre Bordeaux. Il souhaitait que les familles de ses 3 enfants, Yvonne mariait une fille, Paul et Georges mariaient 2 enfants chacun à l'époque, puissent se retrouver au Haut-Barry en cas de conflit. Lui-même mourut juste avant la guerre en 1938. Hasard ou déterminisme, mon témoignage va essayer de montrer comment ces 2 hommes, Jacques Ellul et Pierre Fouché, ainsi qu'une chaîne de solidarité protestante de Bordeaux, issue des mouvements de jeunesse de l'Église réformée, ont permis à ma famille d'échapper d'extrême justesse au rafle de Papon en mai 1943 et de survivre à la Shoah. 2 autres témoignages joints à ce dossier, celui de ma cousine Janine Lévy et celui de l'écrivain André Chouraki, confirment la participation très active de Jacques Ellul à ce réseau protestant bordelais qui s'était donné pour mission, dès la promulgation des lois anti-juives de Pétain en octobre 1940, de porter assistance aux persécutés du nazisme et particulièrement aux familles juives. Toute notre famille, mais aussi bien d'autres familles juives, doivent leur survie à ce groupe d'hommes et de femmes liés par cette même foi protestante, toujours prêts à retrouver le réflexe de résistance à l'oppression, à qui jadis, pendant les guerres de religion, et particulièrement après la révocation de l'édit de Nantes, les dragonnades. Plus je réfléchis à cette étrange histoire de ma jeunesse, plus j'y trouve des coïncidences troublantes, comme si la trame de notre sauvetage avait obéi à une sorte de déterminisme. Conformément aux prévisions du grand-père Salomon, notre famille a pu rejoindre le Haut-Barry au printemps 1940, sans mon père évidemment, qui était mobilisé dès la déclaration de guerre. Nous avions été bloqués à Courchevel à la fin de l'été 1939 parce que les moyens de transport étaient réquisitionnés par l'armée. Nous avons donc passé l'hiver 1939-1940 à Courchevel chez l'habitant, dans une vieille ferme. Au printemps 1940, les 3 familles se retrouvaient au Haut-Barry, donc dans la propriété achetée par mon grand-père, mais évidemment sans les hommes qui étaient réquisitionnés. Mon père a participé à toute la drôle de guerre. Le pasteur Fouché avait aussi été mobilisé, mais lui, il avait été fait prisonnier durant cette drôle de guerre. Il avait été libéré malade 1 an plus tard, pendant l'hiver 1940, et en 1943, il était chargé de la paroisse de Lezay, dans les Deux-Sèvres. Jacques Ellul avait tenu devant ses étudiants strasbourgeois repliés à Clermont-Ferrand le 20 juin 1940 des propos tendancieux les incitant à se cacher pour échapper à une mobilisation dans l'armée allemande, car les Allemands les considéreraient comme des compatriotes. À la question d'un étudiant lui demandant si l'on pouvait faire confiance au maréchal Pétain, il avait répondu « certainement pas ». Pour ces 2 raisons, il fut immédiatement révoqué de l'université strasbourgeoise de Clermont-Ferrand, mais le prétexte officiel invoqué était que son père, qui était maltais, était étranger et qu'il ne pouvait plus exercer dans l'administration française. Dorénavant, aucun cours ne lui fut plus
confiée, et il cessa immédiatement d'être rémunéré, et même sommé de rembourser les émoluments perçus depuis le 1er janvier 40. Il vécut quelques mois d'un prix d'histoire de l'Académie française qu'il décrocha en cette année 40, puis, à court de ressources, il se replia sur la région bordelaise où des amis lui prêtèrent une propriété agricole d'1 hectare qui était en friche à cette époque, avec une maison ni trop petite ni trop grande, sise à Marthe, à moins de 5 km du Haut-Paris. Quelle coïncidence! On était donc tout près de Jacqueline. Il s'y installa avec sa femme, son fils Jean et sa mère. Marthe était une toute petite bourgade d'une centaine d'habitants, tandis qu'à Coirac, son village voisin, comptait 5 fois plus. Ils étaient en zone occupée. Le grand-père Salomon s'était trompé de 7 km dans ses prévisions. La ligne de démarcation passait tout à côté à l'est, mais à 7 km. Dès le mois d'octobre 40, Vichy proclama les lois anti-juives. Les juifs étrangers furent assignés à résidence surveillée dans des camps français. Oui, il y avait beaucoup de juifs allemands qui avaient rejoint le sud de la France quand Hitler était arrivé au pouvoir et qui travaillaient dans le sud de la France. Et bien ceux-là ont été internés par Pétain. Ils se sont retrouvés dans des camps d'internement en France. En zone occupée, les ordonnances allemandes du 27 septembre 40, puis du 18 octobre suivant, faisaient obligation à tous les juifs de se faire recenser. Notre famille s'est déclarée à la sous-préfecture de Langon. J'ai toujours certaines de ces attestations, la première datant du 19 octobre 40, avec encore le cachet République française. Plus tard, ce cachet sera remplacé par État français. Immédiatement et spontanément, les anciens membres des mouvements de jeunesse protestante de Bordeaux se mobilisèrent pour porter secours et assistance aux persécutés. Selon les témoignages d'Henri Cérésiel, reproduit au chapitre 2 de ce livre, qui a fait partie de ce groupe jusqu'en 1943, c'est par des personnalités éminentes de l'Église luthérienne allemande que l'information de la persécution des Juifs est arrivée très rapidement dans le protestantisme français. Ces informations transitaient par l'intermédiaire de pasteurs suisses en charge de paroisses françaises. Dans le Poitou, le pasteur Kramer. Je cite textuellement ici un extrait du témoignage de M. Jean Bernier. Jean Bernier a dirigé le réseau de résistance F2, dont la mission était de renseigner l'ombre sur les activités de l'occupant dans la région sud-ouest. Alors il écrit ceci. Dans votre témoignage adressé en 1998 à l'Association française pour l'hommage aux justes, au consistoire central de Paris, les personnes dont vous faites mention furent pour moi des amis extrêmement proches. D'abord l'adolescence, les années de l'occupation et le reste de la vie. Tous nous avions milité dans les œuvres protestantes, les éclaireurs unionistes, depuis les louveteaux jusqu'aux fédérations des étudiants protestants. J'avais assisté avec ma sœur au congrès de la Fédé à Strasbourg, au début des années 1930. Nous avions tous les mêmes valeurs morales, les mêmes exigences de justice, de respect, de la dignité de la personne humaine. Il s'est donc trouvé que nous avons poursuivi les mêmes buts individuellement. Nous nous adressions à l'un ou à l'autre ami lorsque nous avions une difficulté ou un problème à résoudre. En fait, il y eut la création spontanée du groupe. Alors ce groupe, je l'ai reproduit dans un tableau qui figure dans mon livre, où j'ai, je pense, pu faire figurer tous ceux qui ont fait partie de ce groupe protestant. Et ce groupe a été constitué sans qu'il n'y eut jamais ni réunion, ni organisation. La communauté juive étant la plus persécutée,
Il est évident que nous nous sommes retrouvés à mener cette lutte. En ce qui me concerne, j'ai été informé de ce qui se passait en Allemagne par un ami de notre groupe, M. Jean Bichon, qui à la fin de ses études était parti pour l'année scolaire 38-39 à l'université de Munich en qualité de lecteur de français. Nous avions passé une longue après-midi ensemble à son retour à Bordeaux en juillet 1939. Il m'avait informé du sort des familles juives allemandes, dont certaines habitaient dans le même immeuble que lui et qui souvent étaient déportées en camp de concentration par les nazis. Entre 1940 et 1943, Jacques Ellul et ma mère qui s'appelait à l'époque Suzanne Hertz, et puis après, quand on est parti du Haut-Barry, elle s'est appelée Suzanne Henrion. Moi, je m'appelais Jean Henrion. D'ailleurs, j'ai signé mon livre Jean Henrion. Collaborèrent pour fournir des faux papiers d'identité aux Juifs menacés. C'est Hélène Schweitzer, pour laquelle je déposerai prochainement un autre dossier Yad Vashem. Je l'ai fait en 2001. Ma famille était très liée à la famille Schweitzer avant la guerre. Et même Hélène avait fait mon portrait à l'huile lorsque j'avais 4 ans. C'est ce que je représentais sur mon livre. C'est un portrait qu'elle avait fait quand j'avais 4 ans. C'est probablement ma mère qui a mis Jacques Ellul en relation avec Hélène. Je ne peux que le supposer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Hélène fabriquait des faux papiers. J'expliquerai dans son propre dossier comment elle procédait. Je l'ai vue à l'œuvre avec mes yeux d'enfant, elle ne se cachait guère lorsqu'elle était chez nous. Elle semblait totalement inconsciente du danger qu'elle courait, et malgré toutes ses actions héroïques, dont elle n'a jamais rien dit à personne, même pas à ses enfants, elle était toujours totalement détendue, souriante, très calme. Jean Bernier, dans son témoignage, parle d'au moins 200 cartes d'identité qu'il a fabriquées avec les faux papiers réalisés par elle. Jacques Ellul a pris rapidement en 1940 le métier de paysan, produisant en martre du maïs, des légumes, élevant des volailles et des lapins. Sa maison devint immédiatement un lieu d'accueil. Et de transit pour tous les pourchassés. Les résistants français, les républicains espagnols et les juifs en fuite. Jacques Ellul les hébergeait à Martre, le temps nécessaire à la fabrication d'un faux papier, puis il leur faisait passer la ligne de démarcation. Vers la zone libre. Je suis allé plusieurs fois à Martre à bicyclette entre 40 et 43. Sa maison était pleine de charme malgré sa vétusté. Le jardin me semblait somptueux avec ses iris et ses hortensias bleues. La maman de Jacques me donnait des leçons de dessin. J'ai appris à dessiner des iris bleus, mais ça ne donnait pas grand-chose. 2 fois, j'ai retrouvé mon père à Martre. Il avait été démobilisé le 26 juillet 1940 et travaillait à Lyon à la Maison du Livre sous la fausse identité de Paul Monnier. Ça lui permettait d'être payé. J'ignore comment il s'arrangeait pour venir en coup de vent voir sa famille à Martre. Pour moi, c'était un moment d'extrême émotion de le retrouver là-bas, car jamais on ne m'avait prévenu à l'avance de son passage. À partir de 1942, le port de l'étoile jaune fut obligatoire pour tous les juifs. Ma mère m'avait préparé psychologiquement à ce qu'elle estimait que je ressentirais comme une épreuve. En réalité, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé.
un élan de solidarité et chacun voulait nous donner la main. Dès le début des rafles de juifs français organisées par la préfecture de police de Bordeaux, à partir de 1942, les juifs étrangers donc ont été internés dans des camps français dès 1941, et même certains étaient déportés en Allemagne. Le groupe protestant se procura chaque veille de rafle à la préfecture de police les listes des victimes désignées, grâce à une femme formidable, une secrétaire très courageuse, Madame Germaine Lavier, née Courtiot, qui était aussi la secrétaire de Papon à certains moments, et dont j'ai appris récemment qu'elle était à la source du renseignement. C'est elle qui tapait les listes des gens qui devaient être arrêtés le lendemain. Alors Germaine Courtiot-Lavier s'arrangeait pour taper un double de toutes les listes des personnes qu'on devait arrêter, et elle montait dans le tramway et elle se heurtait à Jean Bernier. Et pendant qu'elle se heurtait à Jean Bernier, sans échanger un seul mot, elle lui donnait la liste. Et Jean Bernier s'arrangeait pour aller prévenir les Juifs qu'il fallait se mettre à l'abri, qui figuraient sur la liste des gens qui seraient arrêtés le lendemain. C'est comme ça que nous-mêmes, on a été prévenus 24 heures avant notre arrestation et qu'on a pu suivre. Germaine était issue d'un milieu modeste et avait été reçue première en 1938 au concours de recrutement de secrétaire à la préfecture. En 1941 fut créée à la préfecture une police d'État dont la direction générale était à Paris. Un contrôleur général de cette police, M. Prost, fut délégué à Bordeaux par Paris en 1941 pour y organiser cette antenne du Sud-Ouest. Immédiatement, Germaine, dont les opinions politiques déplaisaient à son chef de service, fut affectée d'office à ce contrôleur général comme secrétaire. Elle travailla aussi avec Papon. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle a travaillé avec Papon que Yad Vashem n'a jamais voulu la nommer juste. Et ça, c'est tout à fait anormal. Pour moi, c'est une épine dans le pied. Son patron direct était le colonel Duchon, un homme honnête, pas collaborateur du tout, avec qui elle s'entendait très bien. Germaine est alors la seule secrétaire du service. De tout ce qu'elle tape chaque jour, elle fait une copie pelure supplémentaire qu'elle conserve sur elle. Chaque soir, dans le tramway, elle se heurte à Jean Bernier, à qui elle transmet le dossier de la bousculade, le dossier dans la bousculade, et il n'échange pas un seul mot. Germaine ne raconte jamais rien à Roland, son mari, sauf 3 fois où il se souvient qu'elle a craqué en larmes après des arrestations, surtout quand Prost, son chef de service, l'interroge. À quand votre tour ? C'est ainsi que le groupe des protestants de Bordeaux peut s'employer à avertir les familles juives menacées, à essayer de les persuader de se mettre à l'abri. C'est pas toujours évident. Il y en a qui n'ont pas voulu se mettre à l'abri. Et à leur trouver les moyens de fuir. Ils se distribuent la tâche en fonction des proximités. Le téléphone est utilisé avec des phrases codées. Jusqu'en 1943, la préfecture de Bordeaux concentra son action sur la zone urbaine de forte densité de population juive. Notre famille, qui était à l'écart à une 30aine de kilomètres à Coirac,
constituait une maigre proie, assez éloignée. Pendant cette période, ma mère s'occupa avec Jacques Ellul d'aider d'autres familles juives, notamment à Paris. Voir le témoignage de ma cousine, Janine Lévy. Mais en avril 1943, Jacques Ellul nous avertit, il est venu chez nous avertir qu'il fallait partir sur le champ. Nous avons été munis à notre tour de faux papiers d'identité que j'ai en partie conservés. Ma grand-mère, Alice Samuel, avait pris le nom d'Alice Sambeau, née Brochat. Ma mère, Suzanne Hertz, était devenue Sophie Henrion, née Sambeau. Ma sœur était Anne Henrion et moi j'étais Jean Henrion. D'ailleurs, c'est ainsi que j'ai signé mon livre. J'ai conservé plusieurs de ces faux papiers. Nous nous sommes entraînés à prendre nos nouvelles futures identités, il ne fallait pas se tromper, évidemment. L'avertissement tomba brutalement un après-midi de mai 1943 par l'intermédiaire de Jacques Ellul. C'est Jacques Ellul qui nous a prévenus. Ma mère se souvient de juin et que Jacques Ellul nous avait prévenus dans la nuit, mais moi je n'ai pas le même souvenir. Il nous fallait quitter le Haut-Barry sans délai, pratiquement sans aucun bagage. Nous sommes partis à pied en 2 groupes de 2. Il ne fallait pas attirer l'attention des gens. Ma mère prit le car à Coirac avec sa propre mère. Ma sœur et moi sommes partis vers Gornac. Et pour ça, il fallait traverser un petit bois. Et c'est dans ce petit bois que ma sœur a décousu nos étoiles jaunes et qu'on les a enterrées sous une pierre. Elles doivent y être encore. Donc, on les a jetées en chemin. Et dans le bus, nous avions nos nouvelles identités. Nous nous sommes retrouvés en gare de Bordeaux avec ma mère et ma grand-mère. On a pris un train, puis un bus pour Lezay dans les Deux-Sèvres, où le pasteur Fouchier nous accueillit. Je ne me souviens pratiquement pas de ce périple, c'est ma sœur qui me l'a raconté. J'ignore pourquoi ce moment très dangereux ne s'est pas du tout fixé dans mon souvenir. Nous avons appris plus tard que la police française s'était cassé les dents à l'aube du lendemain sur la porte du Haut-Barry et avait apposé les scellés. Donc à une demi-journée près, on était coffrés et déportés. Nous fûmes hébergés provisoirement dans une maison habitée où nous disposions d'une chambre au premier étage. Ça, c'était à Lezay dans les Deux-Sèvres. Elle était située en bordure de village, près du parc et derrière l'école. Plus tard, nous avons habité rue de Mel, la maison du pasteur Schmitt, encore meublée avec les armoires remplies de ses affaires. Il était décédé, le pasteur Schmitt. Hélène Schweitzer est venue plusieurs fois chez nous à Lezay. Elle a porté des olives noires. C'est là-bas que j'ai appris à manger des olives noires. Ils n'en poussent pas dans les Deux-Sèvres. J'ai appris en 1998 par la veuve du pasteur Fouchier qu'Hélène venait à peu près une fois par mois faire des faux papiers nécessaires au pasteur. Mon père, qui avait été brûlé dans toutes ses caches et qui travaillait alors à Toulouse, nous a rejoints à bicyclette à Lezay, quelques mois après notre arrivée. Il a travaillé comme relieur chez le maire, M. Canon, qui probablement, enfin c'est pas probablement, c'est sûr, qui servait la résistance. Plus tard, elle a travaillé à la composition chez l'imprimeur M. Chopin. Je me suis entretenu en 1996 avec son chef d'atelier, M. Georges Hébert, qui était membre des FFI. Et il se souvenait très bien de mon père. Il m'a affirmé que M. Chopin, son patron, était bien trop prudent pour s'engager dans la résistance. Moi, comme gamin, j'avais très bien compris que M. Chopin fabriquait les imprimés nécessaires à l'élaboration des faux papiers. Mais à
cette époque, chacun devait agir sans se confier aux autres. Monsieur Chopin avait su, lui aussi, garder le silence. J'ai retrouvé des liasses d'actes de naissance vierges qui datent de cette période. Mais des lettres anonymes de dénonciation partaient vers la commandanture. La postière de Lezay les interceptait, elle était dans la résistance. Madame Fouché possédait encore, à l'époque où j'ai écrit ce livre, une de ses lettres dénonçant les activités de son mari. Mon père dut donc quitter son travail et rester à la maison, par prudence. Dans un deuxième témoignage, ma cousine Janine Lévy décrit une autre action de Jacques Ellul à Paris. Dans un troisième témoignage, l'écrivain André Chouraki écrit de Jérusalem, à l'époque il était adjoint au maire à Jérusalem, qu'il a bien connu Jacques Ellul pendant la guerre. Il lui attribue pratiquement la paternité du groupe de réseau protestant de Bordeaux. En fait, non, c'est pas Jacques Ellul qui l'a créé, ça s'est créé spontanément. Il est certain que Jacques Ellul a joué un rôle très important au sein de ce groupe qui a sauvé des Juifs. C'est pourquoi je demande son inscription dans le mémorial de Yad Vashem comme juste parmi les nations. Mais je crois aussi que l'ensemble des membres de ce groupe, dont Henri Cérézuel a réussi à établir un tableau, peut-être incomplet, doit rester présent dans la mémoire de la communauté juive de France, sous une forme ou sous une autre. Tous ont porté secours aux persécutés juifs. Ne les effaçons pas de notre mémoire. Je voudrais vous lire le témoignage de Chouraki, si j'ai encore le temps. Alors j'avais écrit à M. Chouraki pour lui demander d'être le deuxième témoin dans mon dossier pour Jacques Ellul. Et voilà ce qu'il m'écrit de Jérusalem le 21 avril 2001. D'ailleurs, il m'avait téléphoné préalablement. Je sais que je prenais mon petit déjeuner avec mon épouse et que tout à coup j'ai eu André Chouraki à l'appareil. Cher monsieur, j'ai bien reçu votre demande concernant la proposition de Jacques Ellul comme juste à Yad Vashem. Je vous suis sincèrement reconnaissant d'œuvrer pour la mémoire d'un des plus grands hommes qu'il m'ait été donné de rencontrer dans mon existence. Je suis conscient que Yad Vashem accédera à votre requête. Merci de trouver si joint mon témoignage concernant Jacques Ellul. Avec toute ma reconnaissance, André Chouraki. Vous trouverez confirmation de ces faits dans mon autobiographie L'amour fort comme la mort. Mention manuscrite au stylo. Habitant Jérusalem, l'illégalisation n'est nécessaire pour moi. J'ai personnellement recommandé le dossier à Yad Vashem. Alors voici le témoignage d'André Chouraki, je le trouve intéressant. Je sous-signais Nathan André Chouraki certifie les faits suivants. J'ai rencontré Jacques Ellul au mois de janvier 40. Alors qu'en pleine débat, je me trouvais dans un train qui quittait Paris le 1er juin 1940. Je fis la rencontre d'Isabelle Schlemmer. Elle me conseilla alors d'entrer en relation avec Jacques Ellul et de lui rendre visite au château d'Ogme. Le château d'Ogme, c'était là que s'était réfugiée l'université de Strasbourg. C'est à 4 km de Clermont-Ferrand, dans le Massif central, où il se trouvait alors. Je me rendis de suite auprès de cet homme. Notre première rencontre inaugurait d'une amitié qui durerait tout le temps de nos vies. Je restai à Pompey quelque temps sur son terrain,
puis vint le jour où les Allemands réquisitionnèrent le château d'Homme à leur profit. Jacques retourna alors à Bordeaux et moi sur Lyon, et la Haute-Loire à Chaumargé, où je dirigeais l'action clandestine de l'Osée, chapeautée par Georges Carrel et André Salomon. Ces activités de résistance, notamment par la création d'un réseau d'aide aux réfugiés, dont nous étions beaucoup à voir réfugiés, juifs mis à l'index par les lois nazies, ont été une lumière dans ces années de ténèbres. Son engagement de la première heure mérite d'être souligné. Le réseau qu'il a constitué, je ne crois pas que ce soit Jacques qui l'ait constitué, il s'est constitué spontanément ce réseau, est un des plus grands et des plus actifs dans le domaine du soutien aux réfugiés. Son œuvre, internationalement reconnue, sa rectitude, son honnêteté et son engagement en font un des grands hommes qu'il m'a été donné d'avoir pour ami. Je suis honoré de pouvoir le recommander chaudement pour une inscription en tant que juste à Yad Vashem. Ça, c'était le 22 janvier 2001. Oui, alors je vais m'arrêter là. Merci infiniment à vous, Joël, pour ce témoignage tellement émouvant. On partage votre émotion. Merci pour tout cela. Nous allons maintenant prendre le temps du débat. Alors, on va prendre un micromètre. Est-ce que Jean-Sébastien peut prendre le micro? Jake est en train de traduire en anglais. Je voudrais encore vous lire, j'avais fait un petit résumé pour ici aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est pour ça que je ne l'ai pas lu, mais je voudrais vous lire le dernier paragraphe parce que ça parle de Jacques Ellul. Mon orthographe n'a jamais été très orthodoxe, même aujourd'hui, je fais des tas de fautes d'orthographe, et même avec le premier prix français, je me suis fait réclamer au premier bac avec un 0 pointé en français. C'est Jacques Ellul qui m'accueillit dans sa maison des Landes. L'été, c'était en quelle année ça? Quand j'ai passé mon premier bac, j'arrive plus bien à savoir. Bon, enfin, je me souviens plus très bien. Donc j'ai été chez Jacques Ellul dans les Landes, il avait une maison là-bas, et il m'a fait travailler le français et le latin, Jacques Ellul. Pour le français, il me fit quelques dictées et il a prétendu péremptoirement que je savais bien l'orthographe, même si j'y introduisais beaucoup trop de logique. Quant au latin, il a jugé la cause irrattrapable et il m'a conseillé d'aller plutôt jouer que de m'obstiner à apprendre le latin. Et j'ai obtenu mon bac première partie en septembre avec mention. Merci Jacques. Petite précision, je crois que vous êtes né en 33, c'est cela? En 34. 34. Donc, dans les événements que vous avez relatés, vous aviez 9 ans. Oui, c'est ça. En 43, vous aviez 9 ans. Oui. Donc, a priori, le bac, ça doit être 47, 48. 48 plutôt. Quand est-ce que j'ai passé mon bac? C'est plus tard que ça. Moi, il me semble me rappeler que c'était dans les années 52 plutôt. Ah, 52. Oui. D'accord. J'avais 18 ans quand j'ai passé. Voilà, c'est 50. Alors, Daniel avait une question ou Patrick? Oui, ça va être très court, Jean Hertz. À la fin, c'est vraiment une question anecdotique. À la fin de votre témoignage, vous évoquez le château d'Homme. C'est là où l'université de Strasbourg
se replie à Clermont-Ferrand. C'est le Château d'Aume, c'est le nom? Je crois que c'est ça. Mais moi, je ne suis pas un témoin direct, je n'y ai jamais été. Parce que d'après André Chouraki, c'était bien là, oui. Oui, parce que dans ce que j'avais pu, mais c'est vraiment là sous réserve, parce que ma mémoire commence à défaillir, mais dans mon souvenir, c'était, si c'est sur le plateau de Gergovie, c'est la maison que va occuper brièvement Ellul à sa famille et qui ensuite va être réquisitionnée par les Allemands. Oui. Et non pas le lieu où l'université enseignants et étudiants de Strasbourg se replie à Clermont. Pour moi, le Château d'Aume, c'est le lieu d'habitation de la famille Ellul. Vous avez sans doute raison. C'est un... Vous avez sûrement raison, moi je l'ai dit, c'est un point de détail que je pourrais vérifier bien volontiers si mes propres livres étaient ici. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, voilà, c'était ça. Vraiment, j'étais très, très heureux de, bien sûr, Ellul l'a évoqué dans les entretiens que j'ai eus avec lui. À plusieurs reprises, votre famille, et puis Laure, effectivement, avec la famille Ellul. La réception qui avait été donnée quand Fouchier et Ellul ont été élevés au rang de juste parmi les nations à titre posthume. Effectivement, votre famille était au premier plan et évidemment, j'ai le grand plaisir de faire votre connaissance. Bon, merci beaucoup. Oui, Monsieur Hertz, vous avez écrit ce livre, vous l'avez dit tout à l'heure, en reconnaissance à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui ont contribué à sauver votre famille et beaucoup d'autres familles. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est une inverse, enfin, c'est la chose inverse. À savoir, à savoir que les familles de ces justes vous sont aussi reconnaissantes d'avoir écrit cet ouvrage et d'avoir rétabli cette mémoire. Pourquoi? Parce que vous avez dit dans votre récit que Hélène Schweitzer, par exemple, après la guerre, n'a guère parlé à sa famille et à ses enfants de ce qu'elle avait fait. Jamais. Moi-même, j'étais très lié à la famille Fouchier. J'étais ami avec très étroitement, jusqu'à son décès, avec Jean Morel, un des fils de Pierre Fouchier. Et Jean Morel m'a dit, mais on ne savait pas, notre père ne nous en parlait jamais. Les enfants d'Ellul, avec Yves et Dominique, avec lesquels j'ai été assez lié pendant pas mal d'années, m'ont dit la même chose. Jacques Ellul ne leur en parlait jamais. Et ma tante, Édith Cérézuel, avec qui j'ai même plusieurs années habité chez elle, etc., ne nous en parlait jamais. Donc vous, d'une certaine manière, à travers votre livre, et j'en suis très reconnaissant, vous avez restitué à nos familles une mémoire de ce qui s'était passé, parce que nous ne le savions pas vraiment. On n'avait que quelques soupçons, quelques indices, hein, mais très vagues. Et alors la question qui se pose, c'est peut-être pourquoi, justement, n'en parlait-il jamais, hein. J'ai pas d'explication. Il y a une réponse évidente quand c'était la guerre. Voilà, je pense que ça a été une période extrêmement traumatisante. Et d'ailleurs, j'ai observé la même chose avec mon père Henri Cérézuel, qui ne parlait jamais, lui aussi, de ses expériences de combattant dans les forces françaises qui ont débarqué, ensuite les campagnes qu'il a faites
après le débarquement en Provence. Vous voyez, Hein, en fait, ce n'est que tout à fait à la fin de sa vie que j'ai réussi un peu à l'interviewer, à le faire parler là-dessus. Mais donc c'est vraiment ce livre que vous avez écrit nous permet aussi à nous, à moi par exemple, de parler de ce qu'a fait ma tante, aussi de l'histoire de la maison dans laquelle nous habitons, à mes propres enfants et à mon entourage. Donc merci pour ce travail, très précieux. Hélène Schweitzer n'en a même pas parlé à ses enfants. Oui. À personne. La guerre était finie, la guerre était finie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais savoir quelle relation vous aviez eue après la guerre avec la famille de Jacques Ellul, tout simplement. Avec la famille de Jacques Ellul, après-guerre. Est-ce que vous avez gardé des relations? Oui, bien sûr, j'ai gardé des relations. Il m'a fait travailler mon bac. Oui. Enfin, il m'a fait travailler pour ce qui jugeait rattrapable. Pour lire rattrapable, il a dit que ce n'était pas la peine. Bon, oui, on a gardé des relations, bien sûr. Oui, je l'ai revu plusieurs fois après la guerre, Jacques. Oui, oui, le pasteur Fouchier aussi. Oui, c'est des gens qui nous ont sauvé la vie et avec qui on est resté liés. Mais enfin, on n'habitait pas l'un à côté de l'autre. Donc, on était à peu près aux antipodes, parce que moi j'étais à Strasbourg à ce moment-là, et eux, ils étaient dans le Bordelais. Ça fait quand même traverser la France en diagonale. Hein. Mais on s'est revus quand même à diverses reprises. Et on est resté en correspondance. Plutôt en correspondance que des visus. Et est-ce que quand vous vous êtes revus, vous avez évoqué les événements de la guerre ou vous ne parliez plus non plus du passé? On n'en parlait plus. Non, non. Non, mais les justes étaient des taiseux par la force des choses. Et pour nous, ces événements n'étaient pas tellement heureux. Donc on n'avait pas tellement envie d'en parler non plus. Donc on ne parlait pas de ça. J'en ai peut-être un peu parlé avec les enfants du pasteur Fouchier, en particulier avec la fille aînée qui s'appelle Annie Badel. Parce qu'Annie Badel, c'était ma copine de jeu. Elle s'appelait Annie Fouchier à l'époque. Et on est restés liés jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois qu'on passait près de Valence, on allait manger chez eux. Et j'ai dû en reparler avec Annie. Mais autrement, j'en ai pas beaucoup parlé de ces événements. Et puis les justes n'en parlaient pas non plus. Ils ont agi, mais ils n'ont pas parlé. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Pourquoi ce témoignage? Bon, l'essentiel c'était de faire les témoignages à Yad Vashem, pour qu'ils soient nommés justes. Ça c'était essentiel. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu vivre. Après, j'ai trouvé que, bon, comment ça s'est fait en fait? Il y a eu, en 2000, que je ne me trompe pas, je ne sais plus la date exacte, il y a eu une commémoration des justes qui a été faite au Panthéon.
Et à ce moment-là, la Fondation pour la mémoire de la Shoah m'a téléphoné en me disant « Écrivez un livre où vous réunirez tous les témoignages que vous avez faits à Yad Vashem et on le mettra au Panthéon avec les autres objets qui ont été exposés à l'occasion de cette cérémonie. » Alors j'ai dit que je voulais bien faire ce livre, mais j'écris lentement. Et j'ai terminé le livre bien après la cérémonie du Panthéon. Donc il n'a pas été déposé au Panthéon comme Yad Vashem l'avait espéré. Mais moi, je n'arrive pas à écrire en 2 jours un livre de quelques centaines de pages. Je ne sais pas faire ça. Donc, finalement, ce livre n'y était pas. Bon, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que ce livre ait été publié. Et surtout que les personnes qui nous avaient sauvés puissent être nommées justes. Vous avez évoqué les conditions de la révocation de Jacques Ellul en 1940, révoqué de l'université pour avoir mis en garde les étudiants alsaciens pour qu'ils ne retournent pas en Alsace, sinon ils seraient enrôlés de force dans la Wehrmacht. Vous savez qu'en Alsace, encore aujourd'hui, cette question est malgré nous est très sensible, même chez les descendants. Et en fait, j'ai l'impression que Jacques Ellul, là aussi, était très lucide. En 40, il a vu ce qui allait se passer seulement en 42. C'est qu'en 42 que commence l'enrôlement dans la Wehrmacht. J'ai l'impression qu'il avait cette prémonition, cette lucidité prémonitoire qu'il a eue sur d'autres domaines, sur la technique notamment, mais aussi sur cette histoire de la Wehrmacht. Il les a avertis en 40. Autrement dit, il savait très bien ce qui allait se passer. Ce qui allait se passer en Alsace. Et il y a eu évidemment beaucoup de malgré nous à Strasbourg. À Strasbourg et dans toute l'Alsace d'ailleurs. Et il y en a beaucoup. Moi j'avais des copains de classe dont les frères et sœurs étaient morts sur le front russe. En tant que malgré nous. Donc c'est quelque chose qui a été avéré. Et il l'avait tout de suite compris, Jacques Ellul. Et il a vraiment bien fait de mettre en garde ses étudiants. Et ça lui a coûté cher. Parce qu'il a perdu son emploi et... Oui, mais je crois qu'il n'aurait pas pu faire autrement. C'est pas une imprudence de à votre avis d'avoir pris la parole, enfin d'avoir répondu publiquement qu'il fallait se méfier du maréchal Pétain. Ah, bien sûr, il avait raison. Puis après tout, je suis pas sûr qu'il était malheureux quand il a cultivé son petit hectare de terre. Je crois que ça n'a pas été une période malheureuse dans sa vie. Hein. Je crois que il est devenu paysan, mais c'est pas déshonorant d'être paysan. Pas du tout. Et je pense pas qu'il en ait gardé un souvenir de période terrible. Pour lui, être paysan, ça n'a pas été une souffrance. Je pense pas. Moi, je le voyais à Martre, il était plutôt joyeux. Il était plutôt heureux. Et j'ai bien compris qu'il voulait rentrer dans la résistance, mais qu'il ne voulait pas porter d'armes. Et je crois qu'il a été objecteur de conscience. Il ne voulait pas porter d'armes, tu me tueras point, donc... Mais, par contre... rentrer dans la résistance, oui, faire traverser la ligne de démarcation, oui, sauver des familles poursuivies, oui, porter assistance aux gens menacés, aussi bien des gens qui revenaient d'Espagne, qui
s'enfuyaient à partir des républicains espagnols, des résistants. Il apportait assistance à beaucoup de gens, mais c'était pas un homme qui voulait porter les armes. Comment était-il donc vous l'avez connu, vous aviez 9 ans, dans cette situation quand même de grand danger, de grande inquiétude sur la situation du pays, vous dites qu'il était joyeux. Oui. Oui, moi je dis qu'il était... C'était un homme heureux. Il avait sa famille à côté de lui. Il servait la résistance, mais de façon, je dirais, pacifique. Il faisait transiter la ligne de démarcation à des gens, en particulier à mon père. Et je ne pense pas qu'il était malheureux à cette époque-là. Enfin, moi, tel que je l'ai vu assez souvent, j'allais assez souvent à Martres. Il y avait que 5 km entre nous et lui. Et non, je ne pense pas qu'il était malheureux à Martres. Ça n'a pas déplu d'être paysan. Je pense que c'était un retour à la terre, quoi. Cela a amusé. Il n'était pas inquiet. Pardon ? Il n'était pas inquiet des risques qu'il prenait. Oh non, c'était pas un inquiet, Jacques. C'est quand même une Schweitzer. C'était des gens calmes. Ils n'étaient pas... Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire déjà ici ou pas, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Mais Hélène Schweitzer, elle avait un petit sac qu'elle portait à la main, dans lequel il y avait les faux tampons qu'elle était en train de graver. Et elle avait ces petits instruments de gravage qui étaient dans ce sac. Et puis un jour, dans le train, elle a oublié ça à côté d'un officier de la Wehrmacht. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle s'est aperçue qu'elle avait oublié son sac, elle est remontée dans le train, elle est remontée dans son compartiment, elle a prié l'officier allemand de se pousser un peu pour qu'elle récupère le sac qui était sous son genou, et puis elle est descendue du train, tout calmement. C'était comme ça, Hélène Schweitzer. Elle était vraiment... Moi, je me rappelle, quand on était à Lezé, il y avait le couvre-feu. Et Hélène, qui sculptait toujours des faux tampons, le faisait avec une lampe au plafond qui l'éclairait pour qu'elle y voie clair sur son isoléum. Et un jour, la patrouille a frappé à la porte parce que les fenêtres laissaient passer la lumière. Or, il y avait couvre-feu. On ne devait pas voir, il n'y avait pas de volet, donc on était obligé de fermer des rideaux derrière. Ils ont frappé à la porte, Hélène était en train de sculpter. Et ma mère a été extrêmement effrayée, et Hélène lui a dit « Suzanne, ne sois pas toujours aussi nerveuse. » Je me souviens très bien de cette phrase. « Suzanne, ne sois pas toujours aussi nerveuse. » Et alors, quand la patrouille passait, elle mettait tout son petit matériel dans le lit de ma sœur, entre les draps, pour que si jamais il y avait un contrôle dans la maison, on pensait bien que les Allemands n'iraient pas chercher dans le lit s'il y avait des faux tampons en train d'être sculptés. Donc ma sœur couvait les faux tampons quand la patrouille passait. Voilà, ça c'est Hélène qui me l'a raconté. Mais elle n'était jamais inquiète. Non, non. Ma mère était beaucoup plus inquiète. Et donc, Lezay était en zone libre? Non, en zone occupée. Était en zone occupée, comme York. Et vous y êtes resté jusqu'à la fin de la guerre? Oui.
on est parti, oh, c'est assez compliqué, on n'est pas rentrés tous en même temps. Moi, je suis allé dans une famille à Paris, chez les cousins, où j'ai passé une année, l'année de la libération de Paris. Je suis remonté à Paris, moi, mes parents m'ont déposé chez les cousins. Et j'ai fait l'année de préparation au ce qu'on a appelé le DEPP, c'est-à-dire c'est la dernière année d'école primaire. Je l'ai faite à Paris, dans le 12e arrondissement. J'habitais chez des cousins. Et bon, c'était une époque où c'était encore difficile de se nourrir. On ne trouvait pas facilement de la nourriture, en particulier de la viande. Et je me souviens que ma cousine me faisait de la viande à moi et n'en faisait pas à ses propres filles. Et ça, c'est un souvenir que j'ai, que moi, elle me nourrissait mieux que ses filles. Et j'ai demandé qu'elles vivent encore, ces filles. Il y en a une qui a 100 ans, au mois de février, elle aura 100 ans. Et l'autre, elle a 8 ans de plus que moi, donc elle est très âgée aussi. Elle a 96 ans. Et je leur ai demandé, mais vous n'étiez pas jaloux que moi on me donne de la viande et pas à vous? Elles m'ont dit non, c'est normal, j'étais plus jeune, tu avais besoin de te nourrir, nous, ça ne fait rien. Je trouve ça assez remarquable qu'elles aient trouvé normal qu'on nourrissait le gosse plutôt qu'elles-mêmes, qui étaient plus âgées. Et moi, ça me gênait beaucoup. J'aimais pas être seul à côté d'eux à manger de la viande. C'est des détails, hein. C'est des détails importants quand même. Sébastien. Pardon, oui, j'ai juste une autre question concernant justement cette période que vous avez passée à Lezay, donc entre 43 et 45. Vous êtes resté 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit, oui, dans quelle ambiance vous avez vécu ces 2 années, sachant que la pression policière était forte à quelques kilomètres de Lezay. Ida Grinspan, par exemple, raconte comment elle a été arrêtée à 14 ans et envoyée en camp. Donc, le risque était... Le risque était évident, oui. J'ai vu passer, alors, quand on était dans le Bordelais, quand on n'était pas encore réfugié à Lezay, j'ai vu passer des troupes allemandes pimpantes sur leurs chars d'assaut, et même un jour, elles se sont arrêtées derrière notre propriété. Moi, j'ai pris mon vélo, j'ai été voir ces chars d'assaut de près, et la troupe était en train de manger, ils étaient assis sur leur tourelle. Et il y a un conducteur de char qui m'a tendu la main pour me faire monter sur la tourelle à côté de lui. Et je suis monté sur la tourelle du char, et j'étais à côté de ce conducteur de char qui mangeait son sandwich. Et ensuite, je suis redescendu, j'ai repris mon vélo et je suis rentré à la maison. J'ai rien raconté de ça à ma famille. Ça, c'était entre moi et moi. Je pense pas qu'ils auraient été tellement d'accord que j'aille visiter les chars allemands. Et puis, quand on était à Lezay, j'ai revu passer l'armée allemande. Alors là, c'était pas pareil. Ils étaient sur tout ce qui pouvait
avait été réquisitionné. Des vélos, des chars à chevaux, n'importe quoi. C'était une armée défaite qui passait avec des blessés qu'on transportait sur des charrettes à chevaux. Alors ça, je les voyais passer sous nos fenêtres à Lezay. Et là, j'avais beaucoup plus peur de cette armée en déroute que je n'ai eu peur des chars d'assaut tout neufs qui étaient pimpants au début de la guerre. Là, j'ai eu peur parce que cette armée en déroute, en débâcle, je pensais qu'il fallait s'en méfier. Quand je l'ai regardé passer, je l'ai regardé en me dissimulant derrière un rideau. J'avais beaucoup plus peur des Allemands en déroute que des Allemands au début de la guerre. S'il y a d'autres questions. Je peux parler sans micro. C'est un témoignage très fort que vous nous livrez. Jacques Ellul a aussi hébergé trois prisonniers russes. 3 prisonniers russes qui avaient traversé toute la France à pied et qui se sont retrouvés à Martres avec Yvette qui les a nourris. Et j'avais une question, j'avais d'abord une précision par rapport à l'université de Strasbourg. Il y a eu un événement d'hommage aux Justes des Nations il y a à peu près 4 mois ici, dans cette même salle, avec plus de 70 Justes des Nations qui ont été retrouvés par le comité Yad Vashem qui a l'air d'être toujours actif. Et ma question c'était, est-ce que vous avez été en contact avec d'autres familles sauvées? Est-ce que vous avez développé des liens, des dialogues avec d'autres familles? En particulier, je me souviens en 2013, j'avais filmé et enregistré la venue des petites filles d'Aristide et Sousa Mendes. Et Aristide et Sousa Mendes qui avaient fabriqué ces faux papiers, tamponné les faux passeports pour faire passer un nombre considérable de personnes pourchassées à la frontière espagnole. Est-ce que vous avez eu des contacts ou échangé, parce qu'il y avait une association Aristide et Sousa Mendes qui s'occupait de recenser tous les Justes des Nations ainsi que les personnes qui ont été sauvées? J'ai assisté effectivement à une réunion, c'était à Bossé, dans le Poitou. Et c'était une réunion où on m'a fait faire un petit exposé, comme j'ai fait ce matin. Et il y avait, j'ai rencontré d'autres justes parmi les nations. Et c'était organisé par un groupe protestant, justement. Et je ne sais pas quel était le thème, je ne me rappelle plus quel était le thème de cette réunion, mais on m'avait fait venir pour parler, comme je vous ai parlé ce matin, de cette époque, en tant que témoin ayant vécu cette période. Et j'y ai rencontré effectivement des gens qui avaient contribué au sauvetage de personnes menacées. Il n'y avait pas que les Juifs, hein. Il y avait aussi ceux qui remontaient d'Espagne, des républicains espagnols. Il y a eu beaucoup de gens pourchassés pendant la guerre. Il y a eu les Juifs, mais il n'y a pas eu que les Juifs. Et justement, dans ce colloque qui avait eu lieu à Bossé, il y a eu des témoignages de tous ces sauvetages. Je ne sais pas s'ils ont édité un mémoire de cette réunion. C'était il y a à peu près 5-6 ans. Je pourrais vous retrouver
trouver des gens qui ont participé à cette réunion. Mais il faut que je réfléchisse à ça. Enfin, si vous voulez que je retrouve, je pourrais retrouver des gens qui ont organisé cette réunion. Oui, ça, oui. Excuse-moi, Frédéric, je vais juste abonder dans le sens de ce que disait Daniel tout à l'heure. Nous vous remercions d'avoir écrit ce livre. Et je sais que mon grand-père, en tant que président de l'Église réformée de Nîmes pendant la guerre, a permis des centaines de juifs d'être sauvés, et aucun d'entre eux n'a écrit un livre pour rendre hommage à sa mémoire. Et donc, ma question, c'est anecdotique, mais voilà, ma question, c'est, vous nous avez dit que les cours de latin de Jacques Ellul n'ont pas porté de fruits. Est-ce que les cours de dessin et de peinture de Yvette ont eux porté des fruits? Est-ce que les dessins de... C'est pas Yvette, Ah, pardon, oui. C'est la mère de Jacques Ellul. C'est un lapsus. Est-ce qu'elle a porté des fruits pour vous? Non, pas du tout. Non, j'étais maladroit à l'époque, je suis resté maladroit. J'ai jamais su dessiner. Non, elle a perdu son temps. Mais enfin, à l'époque, j'ai dessiné des iris. Ça, je me souviens très bien. Ouais, c'était pas terrible. Alors elle faisait des choses très très belles. C'était la mère de Jacques Ellul. Oui, par rapport à la question de pourquoi est-ce que les justes et tous ceux qui ne sont pas reconnus justes mais qui ont participé à cette résistance au sens large, pourquoi ils ne parlent pas? Je trouve que c'est une question qui dépasse le débat de ce matin et de ce colloque, mais je trouve que c'est une question très intéressante. Moi, ça me rappelle juste un témoignage que j'ai eu la chance d'entendre au Chambon-sur-Lignon de quelques femmes résistantes au Chambon qui avaient accepté de témoigner devant un groupe de jeunes qui étaient là et qui avaient dit simplement « Nous n'avons rien fait d'exceptionnel, nous avons fait ce qu'il y avait à faire ». Et je pense qu'au-delà du traumatisme, du témoignage de la guerre, il y a quelque chose de plus profond, c'est-à-dire on en revient à l'homme d'action au-delà du rat de bibliothèque. Je pense que je ne sais pas si c'est une question de génération, si c'est une question de protestantisme, peut-être aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette idée que voilà, on fait ce qu'il y a à faire et c'est normal, et donc on ne va pas aller après se faire chercher des lauriers pour valoriser ce qu'on a fait parce qu'on a juste fait ce qu'il y avait à faire. Oui, je n'ai pas bien entendu. Okay. Dites là, pour beaucoup de justes, ils ne cherchent pas à recevoir des lauriers, ils ne parlent pas de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait simplement ce qu'ils avaient à faire. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Les justes ne parlent pas. Ils racontent jamais. Et d'ailleurs, moi j'ai eu le désir de faire ces dossiers de justes parce que c'était indispensable pour moi. Mais j'ai une cousine à Strasbourg, justement, qui a été sauvée, elle, au Chambon-sur-Lignon. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de protestants qui ont porté assistance aux Juifs au Chambon-sur-Lignon. Et elle n'a pas souhaité témoigner. Elle n'a pas voulu faire de témoignage. Et quand, je ne sais pas si elle vit encore, si elle vit encore, elle est à peu près centenaire, mais j'avais discuté avec elle pourquoi elle n'avait pas témoigné. Et elle me dit que les gens qui lui avaient porté secours au Chambon-sur-Lignon n'auraient pas souhaité qu'on parle d'eux. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas témoigné. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Au Chambon-sur-Lignon, il y a eu quand même une commémoration générale qui a été faite il y
y a une plaque, il y a un musée, quelque chose comme ça au Chambon. Il y a un lieu de mémoire. Il y a un lieu de mémoire. Il y a un lieu de mémoire. Et le Chambon et les villages autour ont reçu la médaille de Juste, et Juste à titre collectif. Voilà, L'ensemble du plateau. à titre collectif. Mais cette cousine qui avait été sauvée par des particuliers aurait pu faire des témoignages pour ces particuliers. Elle n'a pas voulu le faire en disant que c'était contraire à l'éthique de ces particuliers. Moi, je ne comprends pas ça. Bon, on n'a pas levé ma vie. Voilà. Très bien. Merci infiniment à vous, Jean-Hertz, pour votre présence, pour votre témoignage. Un grand merci, toute notre gratitude. Pour ceux qui veulent continuer à échanger avec Jean-Hertz et son épouse, on va prendre le repas ensemble. Donc ceux qui veulent venir avec nous, c'est tout à fait possible. Hein. Et sinon, on se retrouve, je vous propose à 14h30, hein, pour qu'on ait 2 heures pour cette pause, pour la suite du programme cet après-midi, à 14h30. Merci encore.